Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission pour Demain les enfants. Le gouvernement, par un communiqué, vient de décréter la gratuité des frais scolaires au CEG et au lycée. Nous sommes approchés de Marcel Toyi, coordinateur de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, pour en savoir un peu plus et sur les défis qui attendent la CNT-EPT dans sa volonté d'accompagner le gouvernement à assurer la qualité et l'accès universel à l'éducation pour tous. La prise de son est assurée par Jean-Baptiste Oundé-Baquin. Je suis Nicolas Stopa. Bienvenue à vous tous. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. Monsieur Marcel Toyi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Le gouvernement vient de décréter la gratuité des frais scolaires au collège et au lycée après l'école primaire. Quelles sont vos réactions en tant que coordonnateur de la CNT-EPT ? Oui, au nom de la coalition, nous disons merci au chef de l'État pour cette action, vraiment, cette surprise agréable. Oui, surprise agréable parce que personne ne s'attendait. Ayant analysé, sur la base du communiqué, ayant analysé l'impact de la Covid sur les parents et aussi les élèves, eh bien, il est allé à cette décision vraiment salvatrice et nous disons merci beaucoup, merci. On ne peut que saluer vraiment cette décision. Mais on a remarqué qu'il y a eu des réactions contrastées de la part des parents d'élèves, des syndicats et autres acteurs de l'éducation. Non, les réactions que nous avons écoutées sur les médias venant des acteurs de tous bords, nous n'avons pas à nous prononcer sur les réactions, mais nous estimons simplement que quand quelque chose est bien et quand un acte politique est posé, il faut l'apprécier à sa juste valeur et féliciter et encourager à faire davantage. C'est simplement ce que nous pouvons dire. Maintenant, nous ne prenons pas position sur ce que X ou Y a dit, ça ne nous intéresse pas. Si nous analysons bien cette décision du gouvernement, quelle sera l'incidence de cette décision du gouvernement sur la qualité de l'éducation ? Oui, quand nous disons qualité de l'éducation, il faut voir les acteurs, la vie des acteurs qui seront impactés véritablement par cette décision. Les tout premiers, je crois que c'est les familles vulnérables. Vous savez que pour beaucoup de familles, surtout toutes les étendues du territoire, qui ont inscrit leurs enfants à l'école, surtout au collège et au lycée, il y en a qui avaient toutes les difficultés pour payer effectivement le collège. Et si nous savons l'impact de la Covid sur la poche, sur le panier de la ménagère, comme on le dit, il est clair que la Covid a fait que beaucoup n'ont pas de ressources pour survivre. Et si ils n'ont pas de ressources pour survivre, ça veut dire que les difficultés qu'ils avaient pour payer même le collège de leurs enfants allaient s'aggraver. Et donc cette décision vient véritablement soulager d'abord les familles vulnérables. Les familles vulnérables et ensuite les élèves vulnérables. Vous savez que quand vous prenez des enfants orphelins ou bien abandonnés, en tout cas les enfants vulnérables d'une manière générale, beaucoup qui sont dans cette situation, dans cette posture, eh bien, se débrouillaient eux-mêmes par des métayages, se débrouillaient par certaines activités génératives de revenus pour pouvoir payer leur propre école parce que c'est eux-mêmes qui prennent en charge leurs coûts scolaires. Vous voyez, et donc ça vient aussi soulager véritablement cette catégorie d'enfants qui se débrouillaient eux-mêmes pour pouvoir payer le collège. Voilà, donc si on va parler de l'incidence, l'incidence est surtout au niveau des enfants vulnérables et des familles vulnérables. Maintenant, une autre incidence, c'est au niveau des chefs d'établissement. Alors, les chefs d'établissement des collèges et des lycées, donc les directeurs des collèges et les proviseurs des lycées publics, puisque c'est le public qui est concerné par cette décision politique. Il se trouve que quand le collège est payé, il y a au moins 50 à 55%, je crois, qui est décidé par l'autorité d'être géré par les chefs d'établissement, donc les directeurs et les proviseurs, pour pouvoir supporter le fonctionnement de l'établissement. Alors, le fonctionnement de l'établissement, ça couvrait quoi en réalité ? Ce reliquat qui est resté, qui provient des écolages, servait à payer les enseignants volontaires, à payer la CRE, à contribuer à l'organisation des compositions régionales, des BPC blancs, des bacs. Pour le BPC, il y a le BPC et le PROBA blanc que les inspections organisent.
Et quand ils organisent cela, ils demandent la contribution des chefs d'établissement. Voilà, et c'est dans cette cagnotte-là que gèrent les établissements, les chefs, les directeurs des collèges publics et des lycées publics. C'est dans cette cagnotte qu'ils prélèvent pour contribuer aux compositions, sans oublier d'autres fonctionnements, d'autres dépenses courantes de l'établissement. Alors, les enseignants volontaires, par exemple, et les enseignants du Provonat, par exemple, c'est cette cagnotte-là qui sert à payer. Maintenant qu'ils n'ont plus ces chefs d'établissement n'ont plus cet argent liquide directement sous la main, eh bien, l'incident, c'est qu'il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude au niveau donc, des chefs d'établissement du collège, des proviseurs de lycée. Ils attendent rapidement que, avant la rentrée, le gouvernement mette à leur disposition les ressources dont ils ont besoin pour couvrir les dépenses dont je viens de parler. Donc, c'est là où se trouve aujourd'hui l'inquiétude et on espère que les dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement à travers le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques afin que le démarrage soit effectif. Parce que pour démarrer, il faut ses besoins. Par exemple, les craies, quand je prends les craies par exemple, mais il faut que l'enseignant doit avoir la craie dès la rentrée pour commencer le cours. Et donc, s'il n'a pas toutes ces ressources, eh bien, ça va créer un réel problème. Mais nous avons confiance, en tout cas, nous avons confiance que tout a été bien étudié par le gouvernement, par le ministère aussi. Tout a été bien étudié et que les choses doivent logiquement aller pour le mieux. Est-ce que les infrastructures actuelles peuvent accueillir le flux d'élèves? Oui, au niveau des infrastructures, je crois que je suis convaincu que vous n'êtes pas en train de faire le lien entre la décision politique et les infrastructures, parce que certains disaient est-ce que cette décision n'aura pas un incident sur le flux des élèves qui ira vers le public. Bon, si j'ai inscrit mon enfant dans le privé, au collège et au lycée, est-ce que pour une décision temporaire, puisque ça ne couvre que l'année scolaire 2021-2022, pour une décision temporaire, je vais juste sortir mon enfant du public du privé pour l'amener dans le public à cause d'une décision temporaire, alors qu'elle n'est pas pérenne, elle n'est pas définitive. Vous voyez? Bon, donc je crois qu'il n'y a pas de relation. Maintenant, si je dois répondre véritablement à ta question, c'est que c'est un problème qui est toujours d'actualité. Oui, d'actualité. La preuve, c'est que à la reprise, suite au confinement, quand les cours ont repris, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de salles de classe et suffisamment d'enseignants, parce que c'est les deux conditions aussi qui doivent être réunies pour qu'il y ait une seule cohorte d'élèves qui puissent aller à l'école. Alors donc ça a obligé donc l'État à prendre plutôt une disposition qui consistait à faire le double flux. Voilà, il y a double flux parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Parce que s'il y avait suffisamment de salles de classe, quand on dit un par banc par exemple, eh bien ça pouvait être possible. Parce qu'il y a suffisamment de salles de classe. Mais comme il n'y avait pas suffisamment de salles de classe, là on a des établissements où, surtout dans les zones périurbaines, où les effectifs sont vraiment pléthoriques, les élèves sont à 3 par banc, quelquefois à 4 par banc. On a vu peut-être des parents d'élèves qui veulent inscrire leurs enfants, par exemple, d'apporter soit le banc, vous voyez, d'apporter soit le banc. Voilà. Et ça ouvre aussi la brèche, peut-être que on va en parler, ça. C'est une décision aussi qui ouvre la brèche aussi aux faux frais qui risquent de s'installer dans les établissements. Les faux frais, on peut demander au lieu pour les cotisations parallèles, pour résoudre juste un problème ponctuel, mais les chefs d'établissement risquent de trouver un argument pour dédoubler, pour pouvoir tripler même les cotisations parallèles. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce risque et que le ministère doit prendre les garde-fous, doit mettre les garde-fous pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que si on arrive là, ça va créer un véritable problème social. Et finalement, la décision de la gratuité des frais de scolarité et d'inscription n'aura pas l'incidence attendue. Vous voyez? Alors, donc, par rapport aux infrastructures, c'est un problème réel, comme je le dis. Et c'est un problème réel qui s'est toujours posé. Et il faut les moyens pour que chaque année, que ça ne soit pas seulement les bancs qu'on donne dans l'établissement, mais qu'on aille à la construction, n'est-ce pas, des bâtiments scolaires pour décongestionner les salles de classe. Et par rapport toujours au flux scolaire, est-ce qu'on ne peut pas plaider pour que les privés puissent diminuer un peu leurs frais de scolarité pour que les élèves ne puissent pas quitter? Non, vous savez, quand quelqu'un crée une école privée, en réalité, en dehors du fait que le promoteur privé contribue à trouver des solutions
au problème d'accueil des enfants dans les établissements, en dehors du fait qu'ils contribuent à la qualité aussi de l'éducation, il y a que, naturellement, il doit y avoir du business derrière. Alors, si nous considérons les problèmes que les promoteurs privés, une bonne majorité, les promoteurs privés, les problèmes qu'ils ont dans la gestion de leur personnel en termes de rémunération, en termes de paiement, je ne crois pas qu'on puisse demander aujourd'hui à des privés de diminuer, n'est-ce pas, les frais scolaires pour permettre aux enfants de les maintenir dans le privé afin qu'ils ne quittent pas pour aller dans le public. Non, ça va être un peu difficile. La preuve, c'est que si ils avaient suffisamment de ressources, pourquoi la plupart des chefs d'établissement du privé n'arrivent pas à payer les enseignants pendant les vacances, par exemple? Vous voyez? C'est parce que l'écolage, en réalité, est insuffisant. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à payer. Si l'écolage était suffisant, ils pouvaient payer les 2 ou 3 mois de vacances à ces enseignants. Alors, il n'y a qu'une infime partie des chefs d'établissement du privé qui arrivent à supporter ce coût-là. Vous voyez? C'est beaucoup d'argent. Et donc, je ne crois pas qu'un plaidoyer dans ce sens peut se faire à l'endroit des promoteurs privés, voilà, qui ont du mal à joindre les deux bouts pour une grande majorité. Que peut faire la coalition pour accompagner le gouvernement dans cette décision qui vient d'être prise? Oui, je crois que ce que la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous doit faire, je rappelle que la coalition est composée des syndicats d'enseignants, des associations des parents d'élèves UTAP, Union togolaise des associations des parents d'élèves, des réseaux des médias spécialisés en éducation, en l'occurrence le RJCE, réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, les organisations de femmes, de personnes handicapées, les organisations des chercheurs. C'est tous ceux-là qui se sont regroupés dans un creuset, dans une fêtière qu'on appelle Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et qui a pour mission de contribuer à la qualité de l'éducation. Et donc, quand une décision politique est prise, alors le rôle de la coalition d'abord c'est de sensibiliser, les membres, de sensibiliser les parents pour qu'ils puissent d'abord féliciter l'État. Ah oui? Féliciter l'État pour cette décision qui vient les soulager. Surtout les associations de parents d'élèves doivent véritablement jouer ce rôle-là et faire en sorte que et attirer en même temps leur attention parce que il faut qu'ils soient vigilants au niveau des écoles, des collèges, des lycées où leurs enfants sont bénéficiaires de cette décision. Eh bien, ils doivent être vigilants pour que les chefs d'établissement et les proviseurs ne trouvent pas une occasion pour n'est-ce pas, augmenter exagérément les cotisations parallèles. Vous voyez? Voilà, parce que si ce problème, s'ils ne sont pas vigilants, eh bien là, ça va créer un réel problème finalement. Si l'État me permet d'utiliser le collage pour mieux accompagner mon enfant et je dois plutôt dépenser cet argent-là plutôt pour payer des cotisations parallèles au triple de ce que je payais par avant, vous voyez que finalement la décision n'aura pas son incidence. Vous voyez, donc on leur demande d'être vigilants et de remonter aussi les informations sur ce qui ne va pas dans certains comportements de certains chefs d'établissement qui vont se comporter aussi de cette façon. Et maintenant que nous tous, toutes les organisations membres de la coalition puissent plaider à ce que l'État prenne les mesures pour mettre les moyens financiers dont les chefs d'établissement et les proviseurs ont besoin pour vraiment bien démarrer la rentrée. Voilà, ça c'est très, très, très important. C'est très important qu'ils aient ces ressources pour démarrer la rentrée. Sinon, ça va créer un réel problème. C'est ça. Donc c'est ce travail de veille, c'est ce travail de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement. C'est ce travail de vigilance et d'alerte aussi. Voilà, que les organisations membres de la coalition doivent faire. Par exemple, le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, RJCE et les autres médias doivent relayer cette information. C'est vrai, ça se fait déjà à travers les médias publics comme privés, les réseaux sociaux, mais il faut organiser des émissions pour expliquer ce que chacun doit jouer comme rôle pour accompagner vraiment cette décision, ce que chacun aussi doit jouer comme rôle pour interpeller ou attirer l'attention du gouvernement que ce manque à gagner, il faut que les dispositions rapidement soient prises. Donc par exemple, quand je prends les craies, il faut que les craies soient dans l'établissement avant la rentrée. Vous voyez, c'est ça, c'est très important. Et donc, si le directeur d'école ou le proviseur a besoin d'un minimum de budget, par exemple, pour déjà réparer les tables, etc., parce que ça a un coût, eh bien, il faut que ce minimum de budget soit à sa disposition. Donc,
Et demander aussi au chef d'établissement d'être proactif aussi. Voilà, de pouvoir faire rapidement l'état des lieux, des besoins de son établissement, vu qu'il n'a pas les ressources, parce que sûrement le ministère doit leur demander leurs besoins. Voilà, leurs besoins urgents dans un premier temps, et après le reste va suivre. Alors, il ne va pas croiser les bras que le gouvernement ou le ministère leur demande d'abord. Non, il faut être proactif. Il faut prendre de l'avance en faisant toi-même en tant que chef d'établissement, connaissant les besoins urgents à la rentrée pour que la rentrée puisse véritablement démarrer. Mais vous devez déjà élaborer un budget prévisionnel. Un budget prévisionnel, et dès que le ministère vous demande, eh bien, vous n'allez plus tarder, perdre du temps pour élaborer et le transmettre. Vous voyez? Donc pour moi, c'est ça le travail que la coalition doit faire, chacun à son niveau. Par rapport toujours à la coalition, quels sont les défis qui s'offrent à la coalition pour accompagner l'État dans son rôle de jouer le rôle pour que les enfants puissent avoir la qualité et réaliser les objectifs de l'ODD 4? Oui, nous savons que quand on parle de l'ODD 4, il faut aussi faire référence au plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. Parce que le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 a pris en compte les 7 cibles de l'ODD 4. Voilà, donc c'est comme si nous avons domestiqué l'ODD 4 dans notre document de politique. Et donc, dans le document de politique, il y a que l'État doit monter des projets pour soumettre au partenariat mondial pour l'éducation pour avoir le péri 3. Je crois que c'est déjà très très avancé, et nous attendons donc, l'État attend donc ces ressources. Alors l'État doit mobiliser des ressources pour jouer son rôle régalien de construction des salles de classe. Donc c'est ça l'axe 1 du plan sectoriel de l'éducation, qui est l'axe infrastructure, l'axe accès. Voilà. Et ensuite l'axe qualité, faire en sorte que les enseignants soient formés. Voilà, donc vous savez que c'est depuis 2018. Vous savez que c'est depuis 2018 que les écoles normales des instituteurs ENI sont fermées. Les 6 sont fermées. Et l'argument qui a été avancé, c'est qu'on veut faire la réforme des curricula pour les transformer en unités d'enseignement, comme ça se passe à l'université. Mais depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, les formateurs d'ENI, heureusement, on a pris la décision de les redéployer pour qu'ils continuent par exercer en attendant dans les établissements. Mais les écoles sont fermées, donc il n'y a plus de nouvelles cohortes d'enseignants. Et donc pour nous, le travail que la coalition doit faire, c'est de plaider et d'attirer vraiment l'attention qu'il y a urgence de lancer rapidement le concours de recrutement des enseignants pour faire fonctionner les écoles normales des instituteurs. Ça, c'est un élément très, 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 très important, parce que le besoin en enseignants dans le public comme dans le privé est énorme. Et donc, si les aînés ne sont pas réouvertes vraiment cette année, véritablement, vous allez voir que ça va créer un autre problème. Le nombre des enseignants volontaires va s'augmenter. Vous voyez? Parce que quand je suis chef d'établissement et le besoin, le déficit d'enseignants se pose dans telle filière ou dans telle autre, je n'ai pas d'autre solution que des enseignants volontaires. Et qui dit enseignants volontaires, il faut chercher l'argent pour les payer. Voilà, pour payer au moins le SMIC, vous voyez. Donc, c'est un élément très important sur lequel la coalition va mettre l'accent dans son plaidoyer et dans son interpellation à l'endroit de l'autorité. Et faire en sorte que, voilà, le concours qui vient d'être proclamé par rapport au personnel d'encadrement, parce que vous savez que le fait que le concours pour recruter les inspecteurs n'était pas organisé depuis plusieurs années, eh bien ça a fait qu'on a des inspecteurs, beaucoup d'inspecteurs qui sont partis à la retraite. Les inspecteurs disciplinaires pour le collège et les lycées n'existent plus. Et donc heureusement le gouvernement a réorganisé, n'est-ce pas, le concours. Et les résultats sont tombés. On espère que la rentrée ou bien le démarrage de leur formation ne tardera pas. On espère véritablement pour que durant le temps prévu, je crois que c'est 2 ans de formation, qu'on puisse rapidement avoir la cohorte d'inspecteurs, parce que c'est eux qui garantissent la qualité de l'éducation. C'est eux qui font les renforcements de capacité des enseignants. C'est eux qui font le suivi du travail que les enseignants font dans les salles de classe. Et les conseils pédagogiques pour le primaire aussi. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est un point de plaidoyer très important sur lequel la coalition va mettre l'accent. Et puis le reste, c'est quoi? C'est les questions de violence sur lesquelles nous espérons que le ministère mettra les bouchées doubles pour que ce soit les enseignants, les élèves et les parents, tous travaillent dans un environnement sans peur, dans un environnement non violent, pour que les acteurs de l'éducation soient porteurs des valeurs du vivre ensemble. Ça, c'est un élément fondamental. Un autre défi très important, c'est la question d'orientation scolaire et professionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde festoie et tout le monde est content que bon, les enfants ont réussi en maths, etc. On vient de donner les résultats du bac. Ça fait plus de 65%. Ça, c'est un record aussi, qui montre que eh bien, les parents ont fait du bon travail, l'État a fait du bon travail, les enseignants ont fait du bon travail et tout le monde, en tout cas, a mis de sa main
à la patte pour que nous puissions avoir ce résultat. Mais maintenant, au-delà de résultat, c'est ça l'équation à résoudre maintenant. Voilà, dans quelle filière porteuse ces enfants-là doivent s'inscrire pour ceux qui ont eu le bac? Dans quelle filière porteuse? Est-ce qu'on a le bac forcément pour aller faire l'université ou bien on peut décider d'être un mécanicien spécialisé, un blanchisseur spécialisé avec mon bac? Est-ce que on sait que on peut avoir le bac, se dire je vais être un boulanger spécialisé par exemple, un cuisinier spécialisé par exemple. Voilà les enjeux de demain. Vous voyez? Donc ça fait que c'est des milliers d'étudiants. Si ces informations ne sont pas portées à la connaissance des parents, à la connaissance des élèves, eh bien vous allez voir que tout le monde va chercher à atterrir au niveau du réceptacle qui est comment ça s'appelle, l'université ou les universités publiques surtout. Alors tout le monde cherchera à atterrir là-bas alors que tout le monde n'a pas à atterrir là-bas parce qu'on n'a pas les mêmes proportions pour pouvoir faire les études universitaires. Et d'ailleurs, les études universitaires, ce n'est pas toutes les études, toutes les filières qui sont porteuses d'emploi. Parce que le gros problème au niveau de l'université, c'est quoi? C'est que c'est maintenant qu'on est en train de faire un petit effort pour faire des licences professionnelles. Mais la plupart des universités, les deux universités, ne sortent que des licenciés, des étudiants qui ont fait des licences fondamentales. Quand on fait une licence fondamentale, votre chance d'avoir du boulot est maigre par rapport à celui qui a fait une licence professionnelle. Vous voyez? Donc, heureusement que la tendance, les efforts sont en train d'être faits et nous espérons que ça va s'accentuer, ça va se poursuivre. Vous voyez? Donc, la coalition, c'est sur toute la ligne au niveau de l'éducation que nous devons travailler. Et en collaboration, bien entendu, avec les acteurs étatiques, en collaboration avec le secteur privé. Parce que le secteur privé est pourvoyeur d'emplois et nous devons logiquement travailler avec le secteur privé. Et le dernier élément, c'est quoi? C'est les questions environnementales qui doivent être prises en compte dans les curricula, dans les projets, programmes et les questions d'éducation inclusive. Parce que quand vous prenez l'éducation inclusive, mais l'État, en tout cas le ministère, a élaboré depuis 2018 le modèle d'éducation inclusive. Et dans ce modèle d'éducation inclusive, l'État a sa part à jouer, les PTF ont leur part à jouer, les ONG ont leur part à jouer, la coalition a sa part à jouer. Quand je dis coalition, je répète, il y a plusieurs organisations qui sont membres de la coalition. Donc il y a les journalistes qui doivent relayer le contenu, voilà, de ce qui avance, les défis, voilà, et les parents d'élèves qui doivent comprendre que quand l'État fait sa part dans l'éducation inclusive en construisant des salles de classe avec des rampes, en tout cas toutes les conditions d'accessibilité étant remplies, eh bien, ce n'est pas un acteur de l'État, ce n'est pas l'inspecteur ou l'enseignant qui va encore dans une maison pour sortir un enfant pour aller l'inscrire. C'est la responsabilité du parent. Donc l'éducation est une question de responsabilité partagée. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Si nous comprenons que l'éducation est une question de responsabilité partagée, eh bien chacun doit comprendre sa mission. Chacun doit comprendre sa part qu'il doit jouer pour que l'éducation soit de qualité au Togo. Donc, je crois que c'est globalement ramassé, c'est comme ça que voilà les défis de plaidoyer, les défis de sensibilisation, les défis de mobilisation, les défis de recherche aussi. Parce que pour pouvoir faire le plaidoyer, il faut avoir les données qualitatives et quantitatives. Il faut faire des enquêtes, il faut faire des études de recherche, il faut faire des publications aussi. Vous voyez? Et la coalition regorge en son sein toutes les expertises pour faire le travail. Et donc, c'est peut-être les moyens qui peut-être feront défaut et on ne pourra pas atteindre à 100% nos objectifs, mais nous essayerons comme on l'a toujours fait. Monsieur Marcel Toyi, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est encore félicitations au chef de l'État et félicitations au gouvernement pour son engagement pour faire de l'éducation du Togo une éducation de qualité. Maintenant, la collaboration entre la société civile et les acteurs étatiques reste encore problématique. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tout le travail que la coalition fait, eh bien, je peux dire que la coalition fait presque 30% du travail que l'État devait faire. Je prends un exemple simple. Vous voyez, la revue sectorielle pour l'éducation se fait chaque année et c'est la coalition qui produit un document de capitalisation, va dans les régions pour restituer ce qui a été dit lors de la revue. Ça, c'est le travail de l'État. Mais nous avons pris sur nous de le faire, mais est-ce qu'on aura les ressources financières pour continuer de le faire si l'État ne nous soutient pas financièrement? Il est temps, comme ça se fait au Burkina, comme ça se fait dans certains pays, la Gambie par exemple, où une ligne budgétaire est créée par le ministère de l'Éducation dans ce pays pour aider la coalition dans son travail. Au Burkina, c'est au moins 30 millions par an que le gouvernement togolais, le gouvernement du Burkina donne à la coalition pour l'éducation parce que nous faisons un grand travail de l'État. Et donc, c'est important que les acteurs étatiques, les décideurs politiques vraiment comprennent que nous contribuons efficacement à la qualité de l'éducation et qu'il faut nous soutenir pour que nous puissions pérenniser ce que nous faisons. Voilà. Et donc, c'est vraiment
c'est quelque chose de très important. Et donc, mon mot de fin, c'est d'abord un remerciement, en tout cas pour le partenariat qui est gagnant-gagnant et qui nous permet d'avancer. Voilà. Nous avons besoin d'eux, eux aussi ils ont besoin de nous. Donc, c'est dans un courant cybernétique que nous fonctionnons. Et donc, et que tous les acteurs jouent quand même leur rôle afin que la rentrée scolaire 2021-2022 soit une réussite et qu'on fasse beaucoup plus de critiques constructives que de critiques stériles. On n'a pas besoin de critiques stériles si on veut que l'éducation avance. M. Marcel Taï, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.